Il existe un pays où, vu d'un satellite, tu ne distingues presque aucune usine d'armement. Pas de hall industriel, pas de cheminée, rien. Et pourtant, ce pays fabrique des missiles capables de traverser un océan. Alors, où est l'usine? La réponse est sous tes pieds. Des centaines de mètres de roches au-dessus. La Corée du Nord ne cache pas une bombe dans une cave. Elle a creusé la montagne entière et y a glissé le pays tout entier. Des ateliers de missiles, des dépôts de munitions, des hangars d'avions, des batteries d'artillerie qui surgissent, tirent et disparaissent à nouveau sous la pierre. Les analystes parlent de milliers d'installations souterraines. Certains avancent 6 000, 8 000. Personne ne connaît le chiffre exact, car c'est justement le but, que tu ne le saches pas. 70 ans à creuser sans relâche. Et aujourd'hui, tu vas voir comment on construit une usine à l'intérieur d'une montagne. Et pourquoi l'armée la plus chère de la planète, postée juste de l'autre côté de la frontière, ne peut pas y toucher. Pour comprendre pourquoi un pays entier s'enterre, il faut remonter à 1953. La guerre de Corée se termine. Pas par un traité de paix, seulement par un cessez-le-feu. Autrement dit, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. On a juste appuyé sur pause. Et elle est encore sur pause aujourd'hui. Pendant cette guerre, l'aviation américaine a survolé le Nord presque sans opposition. Elle a bombardé les villes, les usines, les barrages. Pyongyang a été réduite en gravat. Et le régime a retenu une leçon qu'il n'a pas oubliée en 70 ans. En haut, à ciel ouvert, tu es mort. Tout ce qui compte doit être en bas. Ils ont donné un nom à cela. Juchesh, l'autosuffisance. L'idée de ne dépendre de personne pour rien, ni la nourriture, ni l'énergie, ni les armes. Et plus tard, Songun, l'armée d'abord. Quand presque le monde entier te ferme les portes à coups de sanctions, il te reste 2 options. Te rendre ou tout fabriquer toi-même, chez toi, là où personne ne peut le bombarder. Ils ont choisi la seconde. Et pour fabriquer là où personne ne t'atteint, il n'y a qu'un seul endroit. Sous la montagne. Et c'est là que la géographie leur a offert quelque chose de presque injuste. Regarde une carte de la Corée du Nord et tu verras une chose. Des montagnes. Partout. Près de 80% du pays, ce sont des montagnes et des hauts plateaux, séparés par des vallées étroites et profondes. De la roche dure, du granit. Exactement le type de pierre dans lequel tu peux creuser un tunnel en étant sûr que le plafond ne te tombera pas dessus. Mais comment ouvrir un tunnel dans une montagne de granit sans machine moderne, avec un pays ruiné et sous embargo? À l'ancienne. Forage et explosifs. Des milliers et des milliers d'ouvriers et de soldats ingénieurs, équipe après équipe, année après année, à grignoter la roche mètre par mètre. Ce qui coûterait une fortune et des autorisations impossibles à une entreprise occidentale, ici, l'État le fait avec de la main-d'œuvre militaire et 0 question. Et ils ont commencé tôt, très tôt. La ville de Ganggi, dans le nord, est un centre de production de munitions doté d'installations souterraines depuis 1956. 3 ans après la guerre, ils creusaient déjà. Et ils n'ont jamais arrêté. Dans les années 70, ils ont même creusé des tunnels d'invasion passant sous la frontière avec le Sud. Des tunnels si vastes qu'une division entière de soldats pouvait y défiler. On en a découvert au moins 4. Combien reste inconnu? C'est la question à laquelle personne de l'autre côté ne peut répondre sereinement. Ce que je vais décrire maintenant, le peu que le monde a pu voir, provient d'images que le régime lui-même a décidé de montrer. Et même ainsi, celui qui regarde de l'extérieur a du mal à y croire. Tu entres par une bouche de tunnel dissimulée dans le flanc de la montagne. De l'extérieur, ce n'est rien, un trou dans la roche, peut-être une porte d'acier peinte de la couleur du mont. Mais le tunnel descend, et descend. Et quand tu arrives au fond, tu ne trouves pas une grotte humide pleine de caisses.
tu trouves une vraie usine, en marche. Éclairage industriel, sol en béton. Des lignes d'assemblage où les missiles prennent forme pièce par pièce. Des tours, des grues, des chariots sur rails pour déplacer des charges qu'aucun humain ne pourrait soulever. Car un missile balistique peut peser d'1 à plusieurs dizaines de tonnes. Cela, en livres, va de quelques milliers à plus de 100 000 livres de métal et de carburant qu'il faut déplacer sans la moindre erreur. Et à côté de la ligne, l'essentiel, des dépôts. Des missiles rangés debout, en file, prêts à être sortis et tirés. Des générateurs autonomes, parce que là-dessous, tu ne dépends pas du réseau électrique extérieur. Une ventilation capable de filtrer l'air si, en haut, le monde devient toxique. Des réserves de nourriture et d'eau pour tenir enfermé des semaines. Ce n'est pas un abri, c'est un pays miniature, glissé dans la pierre, conçu pour continuer à produire des armes, même quand il ne reste plus rien à la surface. Vient maintenant la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. On se dit, d'accord, c'est sous terre, mais une bombe moderne fait sauter ça quand même, non? Pas si vite. Faisons le calcul. La bombe anti-bunker la plus puissante qui existe, celle que seul un bombardier lourd américain peut emporter, est conçue pour pénétrer environ 60 mètres de terre compacte avant d'exploser. 60 mètres, à peu près 200 pieds. Ça paraît énorme. Jusqu'à ce que tu te rappelles que beaucoup de ces installations sont creusées à des centaines de mètres de profondeur, dans du granit massif. Pas de la terre molle, du granit. De la roche qui casse les forêts industrielles. 60 mètres de pénétration contre des centaines de mètres de montagnes solides au-dessus. Le compte n'y est pas, loin de là. Pour atteindre le fond, il te faudrait une bombe plusieurs fois plus puissante que la plus grosse qui existe aujourd'hui. Et cette bombe n'a pas été construite. Mais il y a un détail encore plus gênant pour qui voudrait t'attaquer. Tu ne sais pas où frapper. Ce n'est pas un bâtiment avec une adresse, c'est une montagne, avec des dizaines de bouches de tunnels réparties sur tout le versant. Beaucoup factices, beaucoup bouchés, beaucoup qui ne figurent même sur aucune carte de renseignement. Tu détruis 3 entrées, il en reste 10. Tu en détruis 10, il en apparaît d'autres dont tu ignorais l'existence. C'est comme essayer de tuer une fourmilière en écrasant une seule fourmi. Et voici l'astuce qui maintient vraiment tout cela debout. Ils n'achètent presque rien à l'extérieur. Ils copient. Souviens-toi de la doctrine du début, tout fabriqué chez soi. Eh bien, le programme de missiles nord-coréen n'est pas né de rien. Il est né d'un missile étranger. Ils ont récupéré de vieux missiles soviétiques Scud, les ont démontés vis par vis, les ont étudiés et en ont fabriqué leur propre copie. Cette copie, ils l'ont appelée Hwasong, et à partir de là, ils n'ont plus arrêté. Version après version, chacune plus grande et de plus longue portée, jusqu'à des missiles capables de traverser des continents entiers. Tout cela à partir d'ingénierie inverse. Regarder ce que font les autres et le refaire seul, sous terre, sans demander la permission. Pareil pour les exportations. Il existe une entreprise d'État, connue sous le sigle KOMID, qui fut pendant des années le principal vendeur d'armes et de technologies de missiles du régime à l'étranger. Elle est sous sanction. Ses comptes, gelés par les Nations Unies. Et pourtant, l'argent a trouvé des chemins, car lorsqu'on fabrique dans une montagne, ce qu'on sort vers le monde, c'est aussi se cacher. Ainsi, la boucle se referme d'elle-même. Il copie la technologie, il la fabrique sous la roche, il la stocke sous la roche, il la lance depuis la roche. Et avec ce qu'ils vendent, ils financent la montagne suivante. Personne ne voit l'usine, personne ne connaît le chiffre exact, personne ne peut l'arrêter depuis le ciel. Pour mesurer ce que cela représente, compare-le au bunker le plus célèbre d'Occident. La montagne Cheyenne, dans le Colorado. 600 mètres, presque 2000 pieds, de roche au-dessus d'un centre de commandement blindé avec des portes de 25 tonnes,
soit plus de 50 000 livres par porte. Un ouvrage impressionnant, mais Cheyenne, c'est cela, un centre de commandement. Des bureaux, des écrans, des gens qui prennent des décisions sous terre. Ce qu'a fait la Corée du Nord est d'une autre catégorie. Elle n'a pas mis sous la montagne quelques généraux. Elle y a mis l'industrie entière, les usines qui produisent les armes, les entrepôts qui les gardent, les plateformes d'où on les tire, le cycle complet, fabriqué, stocké, lancé, sans jamais avoir à remonter à la surface, sans offrir à l'ennemi une seule cible qui vaille la peine d'être bombardée. Pense-y, 70 ans à creuser sans répit. Près de 80% du pays, ce sont des montagnes. Et sous beaucoup d'entre elles, il y a quelque chose. Des milliers d'installations que personne n'a pu compter. Une doctrine entière bâtie sur une seule idée. Ce qui ne se voit pas ne peut être détruit. Pendant que le reste du monde dressait ses usines vers le ciel, eux les ont enterrés dans la pierre. Quel détail t'a le plus glacé? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi. Ici, on continue de descendre dans les usines les plus extrêmes et les mieux cachées de la planète. Chaque année, des dizaines de milliers de drones sont produits dans le monde. Mais seule une poignée d'entre eux est capable de changer les règles du jeu d'une guerre entière. Et voici ce qui étonne le plus. Nous n'avons pas affaire à un chef-d'œuvre high-tech à plusieurs millions de dollars, mais à un triangle étrange fait de matériaux qui rappellent davantage l'emballage d'un téléviseur. Et pourtant, il parcourt jusqu'à 2500 km et fait trembler les systèmes de défense anti-aérienne les plus coûteux au monde. Comment se fait-il que la simplicité soit devenue l'arme du futur? Et que cache réellement ce cyclomoteur, dont le bruit effraie aujourd'hui plus que celui des réacteurs? Restez avec nous jusqu'au bout, car un détail de cette construction explique tout, et il va vraiment vous surprendre. Commençons par un examen visuel, car cet appareil, son envergure atteint 2,5 mètres et sa longueur 3,5 mètres. Cet oiseau pèse environ 200 kg. Regardez la structure. Ce n'est ni de l'aluminium aéronautique ni du titane spatial, c'est de la fibre de verre et du polystyrène expansé. Oui, vous ne vous trompez pas, exactement le matériau dans lequel on emballe votre nouvelle télévision. Pourquoi est-ce génial, me direz-vous? Parce qu'une telle structure ne réfléchit presque pas les ondes radar. Elle est si rudimentaire que les grands systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne ne comprennent parfois tout simplement pas ce qui vole. Une vraie cible, ou une nuée d'oiseaux ayant décidé de migrer vers le sud en février. Le cœur de ce triangle volant, le moteur. C'est un moteur à essence 2 temps de 50 chevaux. Il sonne exactement comme le vieux cyclomoteur de grand-père ou la tondeuse à gazon du voisin un samedi matin. C'est précisément pour ce bruit qu'on les a surnommés les mobylettes. Le réservoir contient assez de carburant pour permettre à cet engin de voler sur une distance allant jusqu'à 2500 km. Imaginez un peu, 2500 km avec un moteur de mobylette. Sa vitesse n'a rien de foudroyant, entre 120 et 180 km/h environ. Autrement dit, si vous accélérez bien au volant d'une voiture de sport, vous pourrez le doubler sur l'autoroute. Mais il n'est pas pressé. Sa mission, c'est de vrombir longuement et obstinément jusqu'à ce que quelqu'un craque. Passons maintenant au plus intéressant, le cerveau. Vous vous attendez sans doute à y trouver des processeurs dernière génération, valant des millions d'euros. Eh bien non. La navigation repose ici sur un signal civil ordinaire du système de positionnement mondial. En gros, à l'intérieur se trouve quelque chose de très similaire au GPS de votre smartphone, juste un peu mieux protégé contre les brouillages. Si l'adversaire tente de brouiller ce signal, le Shahed dispose d'un plan B, un système inertiel. Il s'agit d'un ensemble de capteurs qui indiquent à l'appareil dans quelle direction il penche et à quelle vitesse il vole. C'est comme marcher dans le noir de mémoire. Pas très précis,
Mais vous finirez quand même par atteindre le mur. Parlons maintenant de ce qui en fait un kamikaze. Le nez dissimule entre 30 et 50 kg d'explosifs. C'est beaucoup. C'est énorme pour une structure aussi légère. Lorsque ce triangle percute sa cible, il se transforme en boule de feu. Et c'est là que réside toute la perfidie. Un tel engin coûte environ 20 000 €, alors qu'un missile destiné à l'abattre peut coûter 2 millions d'euros. Comparez simplement ces chiffres, 20 000 contre 2 millions. C'est comme essayer de tuer un moustique avec un lingot d'or. Même si vous réussissez, vous perdez financièrement. Je me tiens actuellement devant un lanceur, et il ressemble à un conteneur de fret ordinaire. À l'intérieur se trouvent 5 alvéoles. Ils sont lancés l'un après l'autre grâce à un accélérateur à poudre. C'est un petit coup de pied, enflammé, qui propulse le drone dans les airs. Puis ce fameux moteur de mobilette prend le relais. Il vole souvent en essaim. Pourquoi ? Parce qu'une seule cible, c'est simple. Mais quand 10 ou 20 de ces engins fondent sur vous de tous côtés, le système de défense s'étouffe littéralement. Il panique, tire toutes ses coûteuses roquettes, et au final, l'un de ces petits bolides bon marché finit toujours par passer entre les mailles du filet. C'est fascinant de voir comment la guerre a changé. Autrefois, on se targuait de complexité, et aujourd'hui, nous assistons au triomphe de la simplicité. C'est comme dans le monde informatique. Parfois, une bonne vieille calculatrice est plus fiable qu'une tablette bardée de technologie. Les concepteurs ont renoncé à tout superflu. Il n'y a pas de caméra qui transmette des images en temps réel. Vous ne pouvez pas le piloter comme avec une manette. Vous entrez simplement les coordonnées avant le décollage. Vous appuyez sur un bouton et vous l'envoyez en mission sans retour. Il n'a pas besoin de rentrer à la base. Il n'a pas besoin de salaire ni de médaille. C'est les mathématiques pures de la destruction. La pièce la plus complexe de ce drone, c'est sans doute l'hélice. Elle est en bois ou en plastique, de type propulsif, c'est-à-dire placée à l'arrière du moteur. Elle pousse simplement l'air et fait avancer ce triangle en polystyrène. Regardez ces soudures sur la coque. Elles sont rudimentaires, grossières. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside son danger. Car ce qui est construit simplement est très difficile à neutraliser, que ce soit par des moyens logiciels ou techniques. Vous savez ce qui m'a le plus frappé lors de cette visite ? C'est le contraste. D'un côté, nous voyons ces développements dans des hangars, et de l'autre, nous réalisons l'ampleur des ressources qu'il faut déployer pour arrêter ces mobylettes volantes. Les hommes construisent d'immenses radars, conçoivent des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, et puis débarquent un triangle en polystyrène à 20 000 $ qui lance. Salut, me voilà! Pour conclure, je tiens à préciser que ce reportage ne célèbre pas l'armement, mais cherche à comprendre comment fonctionne la pensée technique moderne, dans des conditions extrêmes. C'est l'histoire d'un renversement où le bon marché est devenu l'atout majeur, et le ronronnement d'une tondeuse, un signal d'alerte. Le monde change, et les usines que nous visitons deviennent de plus en plus étranges. Qui aurait imaginé que nous discuterions un jour de fibres de verre et de moteurs à essence, comme de quelque chose capable de bouleverser les règles du jeu sur la grande scène? J'espère que cette plongée dans les coulisses de cet engin vous aura intéressé. N'oubliez pas que derrière chacune de ces machines se cachent des hommes, des chiffres et énormément de calculs. Nous poursuivons notre voyage à travers les sites industriels les plus fascinants du monde. Alors, restez avec nous. Il y aura encore plus de métal, de boulons et de découvertes inattendues. Prenez soin de vous, ne négligez pas le bruit des mobylettes dans le ciel, abonnez-vous à ma chaîne et souvenez-vous, même la chose la plus simple peut s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, pour peu qu'on l'observe sous le bon angle. À très bientôt dans les prochaines vidéos.
Aimeriez-vous que j'analyse plus en détail le système d'alimentation de ce drone, ou que je vous montre comment fonctionnent les groupes mobiles qui tentent de les intercepter? Salut les amis! Me voici devant cette énorme Champ. Vous savez, cette fusée qui n'explose pas, mais qui coupe tout sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur, décortiquer chaque détail pour voir ce qui s'y cache. Et je vous raconterai tout tel que je l'ai vécu à l'usine. J'ai déjà visité un paquet de sites de ce genre, et cette fusée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, embarquons pour la visite. Champ n'est donc pas un missile ordinaire, mais un véritable concentré de haute technologie développé par Boeing pour l'US Air Force. Son nom complet est Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, mais nous n'allons pas nous embarrasser de ces longues formules, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'il embarque une arme à micro-ondes capable de neutraliser l'électronique ennemie sans la moindre explosion. Imaginez, il vole en silence, tel un fantôme. Et soudain, bam! Ordinateur, radar, système de guidage tombent en panne à des dizaines de kilomètres à la ronde. J'ai vu une démonstration sur stand. Le missile décolle depuis un avion, manœuvre, puis libère une impulsion de plusieurs millions de watts. L'efficacité est stupéfiante, sans éclat ni incendie. Les tirs d'essai de l'année 2030 ont été concluants. Le missile a survolé la zone test et neutralisé des systèmes entiers en un seul passage, ordinateur compris. Les chiffres exacts de production sont classifiés, mais le programme se poursuit depuis 2009 sous l'égide de l'Air Force Research Laboratory. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis glissé dans l'atelier de fabrication, où s'assemblent ces merveilles technologiques. Et voici ce que j'ai vu. Le cœur du missile, c'est un générateur micro-ondes de haute puissance, quelque chose comme un oscillateur à relaxation ou un magnétron, qui crée une impulsion d'ondes électromagnétiques. Ces ondes pénètrent dans les appareils par les antennes, les fentes ou les câbles, et grillent les circuits sensibles. Le générateur fonctionne à des fréquences en gigahertz, produisant des impulsions d'une durée de nanosecondes, mais avec une énergie capable de calciner l'électronique sur des milliers de mètres carrés. J'ai touché le panneau. Le métal était froid, mais à l'intérieur bouillonne une telle puissance que sans blindage spécial, vous ne survivriez pas. Le corps du missile est en composite à base de carbone, pesant environ 2 tonnes pour une longueur de 7 mètres et un diamètre inférieur à 1 mètre. Elle est aérodynamique, dotée d'ailettes pour manœuvrer jusqu'à 20 km d'altitude. À l'intérieur, des compartiments de carburant. Un propulseur à combustible solide la projette d'abord en altitude, puis un moteur de croisière à carburant faible s'enclenche pour un vol de précision. J'ai jeté un œil dans le compartiment moteur. Valves, turbines, tout poli jusqu'à l'éclat, comme une œuvre d'orfèvrerie. Le carburant est un mélange à haute densité énergétique, calibré pour une portée de 2 km. Le système de guidage, c'est une autre histoire. Ici, gyroscope laser, navigation inertielle et module GPS protégé contre les brouillages. Le missile choisit lui-même ses cibles, radar, poste de commandement ou drone. Les ingénieurs l'ont testé sur banc d'essai. Il pivote de 30 degrés par seconde, tel un bolide de course. Et l'électronique à bord repose sur des puces dernière génération, résistantes à leurs propres impulsions. Je les ai entendus plaisanter. Ce truc coupe les ordinateurs ennemis, mais garde son smartphone allumé. Passons maintenant au mécanisme. L'ogive n'est pas un explosif, mais une antenne qui se déploie en vol comme un parapluie, élargissant la zone de frappe. Derrière, des batteries lithium-ion accumulent l'énergie pour le générateur.
Je les ai vus en charge, des milliers de volts sous tension, mais tout reste isolé. Le refroidissement est liquide, au fréon, car les micro-ondes produisent énormément de chaleur. L'ensemble est scellé dans une coque hermétique, capable d'encaisser des accélérations 20 fois supérieures à la gravité terrestre. Tout commence par la structure. Dans l'atelier, les ouvriers revêtus de combinaisons de protection manipulent des composites à base de carbone, légers mais résistants comme du fil d'acier. Ces panneaux forment une coque de 7 mètres de long, assemblée par des boulons à revêtement de titane. J'étais là, à observer les machines laser découper la matière au millimètre près. Pas un gramme de trop. La structure est testée en résistance. Placée sur un banc d'essai, elle subit des simulations de surcharge, comme si la fusée filait déjà à Mach 2. S'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure, toute la structure est mise au rebut. Cela prend une journée entière, car le séchage du composite s'effectue à 100 degrés Celsius dans des autoclaves de la taille d'une pièce. Ensuite vient le plus intéressant. L'électronique est insérée à la main. Les machines sont ici impuissantes, car la délicatesse est cruciale. Des puces de la taille d'un ongle ne supportent pas une manipulation brutale. Les ingénieurs, gantés d'antistatiques, montent les cartes. D'abord le système de contrôle avec gyroscope, puis le générateur à micro-ondes. Chaque fil est tressé dans un câble blindé pour éviter que les impulsions ne se perturbent mutuellement. J'ai vu un technicien souder des contacts sous microscope. Les mains tremblent, mais l'expérience lui permet de rester stable. L'électronique comprend des milliers de composants. Condensateur pour accumuler l'énergie, transistor pour générer des ondes en gigahertz. Le montage dure une semaine, entrecoupé de contrôles. Des multimètres scannent chaque ligne au plus près pour éviter tout court-circuit. Après cela, vient l'épreuve des chambres à vide. Ces cuves géantes reproduisent l'espace. On y pompe l'air jusqu'à atteindre une pression d'1 millimètre de mercure. On y fait descendre la température à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Puis, on lance la roquette en vol. Les chambres ont la taille d'un camion. Leurs hublots sont en verre de quartz. Une fois le vide établi, on active le générateur. Les micro-ondes fusent, mais les parois blindées contiennent tout en sécurité. Les capteurs enregistrent température, vibration, impulsion. Si le générateur délivre moins d'1 million de watts, c'est retour à l'atelier. J'ai entendu le ronronnement, grave, comme le bourdonnement d'une abeille géante. Les tests sont répétés 3 fois, avec des pauses pour refroidir le tout par liquide. À l'usine, j'ai parlé avec les ouvriers. Ils sont fiers. L'assemblage se fait par étapes. D'abord la structure, puis l'électronique insérée à la main, car les automates ne parviennent pas à la délicatesse requise. On teste dans les chambres à vide, en simulant le vol. Une seule erreur, et c'est toute la série qui repart en fabrication. Le coût d'une roquette se compte en millions de dollars, mais l'effet en vaut la peine. Imaginez un combat où le matériel ennemi s'éteint tout simplement, comme une bougie sous le vent. J'ai fait un dernier tour autour du missile. La surface est lisse, dotée d'une protection thermique pour des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 2. En dessous, les fixations pour un lancement depuis un bombardier B-52. À l'intérieur, outre le système principal, il existe des systèmes de secours. Si le générateur tombe en panne, le missile peut effectuer des manœuvres de repli ou s'auto-détruire. La sécurité avant tout, car ce n'est pas un jouet. La visite s'achève, mais les impressions demeurent. Le champ révolutionne les règles du jeu dans la guerre moderne, sans effusion de sang, mais avec un contrôle total. Si vous aimez la technologie comme moi, c'est un spectacle à ne pas manquer. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quelle sera notre prochaine destination ? Une usine de microprocesseurs ou de sous-marins peut-être ? Rendez-vous sur de nouveaux sites. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille.
Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes,
et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails sur lesquels rouleront des trains de voyageurs ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Il existe un métal auquel on confie chaque jour la vie d'un équipage enfermé dans une capsule d'acier à des centaines de mètres de profondeur. Imagine un tube qui n'a pas le droit de présenter la moindre micro-fissure alors qu'il supporte la pression d'une colonne d'eau haute comme plusieurs dizaines d'étages. Ce n'est pas un alliage de science-fiction tout droit sorti d'un film, mais un acier bien réel, capable de résister à plus de 100 000 psi de charge tout en restant suffisamment vivant pour ne pas se désintégrer, respirant au rythme de la coque du submersible. Aujourd'hui, tu vas découvrir de quoi est vraiment faite la coque épaisse d'un sous-marin, pourquoi le titane s'est révélé un héros des profondeurs bien trop coûteux,
et comment les ingénieurs parviennent à faire tenir le métal là où n'importe quel acier ordinaire se serait froissé depuis longtemps comme une boîte de conserve. La coque résistante d'un sous-marin ne commence pas par la peinture et les techniques de camouflage, mais par le métal dont est fait son corps intérieur. La coque résistante, c'est un tube d'acier à parois épaisses, de forme cylindrique, à l'intérieur duquel se trouvent les compartiments, les hommes, l'équipement. C'est elle qui supporte la monstrueuse pression des profondeurs, tandis que la coque extérieure légère, les carènes, le kiosque relève déjà de l'aérodynamique et de l'hydrodynamique. Lorsque le submersible descend à des centaines de mètres, chaque pouce carré de sa coque subit une force telle qu'on dirait qu'un immeuble entier pèse sur lui. À 500 mètres de profondeur, la pression atteint environ 50 atmosphères, soit près de 50 bars, et l'acier doit résister sans la moindre fissure. Pour rendre cela possible, on utilise des aciers alliés spéciaux de très haute qualité. L'exemple classique, l'acier américain HI80. Le sigle HI signifie High Yield, c'est-à-dire limite d'élasticité élevée. L'acier ne commence à se déformer de manière irréversible qu'à des contraintes d'au moins 80 000 PSI. Pour les sous-marins, le HI80 permet une profondeur d'immersion opérationnelle d'environ 550 mètres. Plus tard est apparu le HI100, avec une limite d'élasticité proche de 100 000 PSI, soit environ 700 mégapascales, ce qui a permis de concevoir des submersibles pour des profondeurs avoisinant 690 mètres. Une différence de quelques dizaines de mégapascales représente en réalité des centaines de mètres supplémentaires de zone de survie pour la coque, avant que les contraintes n'atteignent des niveaux critiques. La composition chimique de ces aciers est loin du simple fer au carbone. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène, du manganèse et d'autres éléments dans des proportions précises. Le nickel améliore la résilience au choc et abaisse la température de rupture fragile. Le chrome renforce la résistance à la corrosion et la dureté. Le molybdène aide à résister au fluage et aux contraintes locales. Il en résulte un acier qui, même aux basses températures de l'eau de mer, conserve sa plasticité et ne se brise pas comme du verre sous l'impact ou une charge brutale. Pour les bâtiments militaires, c'est crucial. La coque doit encaisser les coups de mer, les chocs hydrodynamiques et ses propres manœuvres, sans parler des charges explosives éventuelles. L'étape suivante relève de l'univers des tôles épaisses et du soudage de haute précision. Les plaques de la coque résistante atteignent plusieurs centimètres d'épaisseur. Elles sont courbées sur de puissants laminoirs pour former des sections cylindriques. Cette courbure doit être d'une précision telle que l'assemblage des tôles produise un anneau parfaitement régulier, exempt de contraintes internes et d'ovalisation. Plusieurs de ces sections sont ensuite réunies en virolles, compartiments distincts qui seront à leur tour soudés entre eux sur toute la circonférence. Chaque soudure longitudinale ou circulaire constitue potentiellement le point le plus vulnérable. Aussi les exigences de soudage sont elles aussi strictes que celles imposées à l'acier lui-même. On recourt au soudage automatique à l'arc sous flux, en contrôlant minutieusement les températures de préchauffage et de post-chauffage, afin d'éviter la formation de zones trempées fragiles et de fissures internes.
Après le soudage, les cordons sont contrôlés par des méthodes non destructives. On fait appel à la radiographie, à la défectoscopie par ultrasons, aux procédés magnétoscopiques. L'objectif, détecter jusqu'aux défauts microscopiques, manque de fusion, porosité, inclusion de l'étier, qui, sous la pression des grandes profondeurs, peuvent devenir l'amorce d'une fissure. Si un défaut est repéré, le cordon est découpé, puis ressoudé. Ces opérations sont répétées, jusqu'à ce que la structure réussisse l'ensemble des essais, y compris hydrauliques. La coque peut être placée dans un bassin spécial, ou une chambre pour vérifier son comportement, sous une pression équivalente à plusieurs centaines de mètres de colonne d'eau. En URSS, une partie de cette logique fut poussée à l'extrême grâce à l'utilisation d'alliages de titane. Le titane possède une densité inférieure à celle de l'acier, tout en offrant une résistance très élevée et une excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer. Le légendaire K278, Komsomolets, reçut une coque résistante en titane et parvint à atteindre une profondeur d'environ 1000 mètres, soit 2 fois plus que les profondeurs opérationnelles habituelles de la plupart des sous-marins en acier. Mais il fallut payer ce prix par un coût colossal en matériaux et en usinage. Le titane est difficile à souder. Il exige un environnement protégé, des technologies onéreuses et une haute qualification. Au final, de telles expérimentations restèrent davantage une vitrine des possibilités qu'une norme de production de masse. Aujourd'hui, l'axe principal du développement des coques de sous-marins n'est pas une transition complète vers le titane, mais le perfectionnement des aciers alliés. Les nouvelles nuances sont élaborées de manière à obtenir une limite d'élasticité et une résistance encore plus élevée, tout en conservant une plasticité suffisante. Un métal trop rigide est dangereux. Il risque de ne pas se déformer, mais de se fissurer brusquement en cas de dépassement de sa limite. La tâche des métallurgistes consiste à trouver un équilibre où la coque travaille, d'abord légèrement sous pression, en répartissant les contraintes, pour n'atteindre que bien plus tard, très loin, des régimes de fonctionnement normaux, des valeurs critiques. Pour cela, on ajuste la teneur en nickel, chrome, molybdène. On ajoute des éléments micro-alliants. On contrôle la taille des grains et les traitements thermiques. Un point crucial. Dans un sous-marin, ce n'est pas seulement le cylindre massif qui travaille. À l'intérieur de la coque résistante se trouve un ensemble de couples, de lisses, de cloisons qui répartissent les charges et empêchent l'enveloppe de se froisser comme une boîte de conserve. Tous ces éléments sont eux aussi fabriqués en aciers spéciaux et leurs jonctions avec la paroi de la coque sont calculées de manière à éviter toute concentration de contraintes. Chaque hublot, chaque écoutille, chaque ouverture pour l'appareillage constitue un renforcement complexe qui doit garantir que la pression de l'eau ne trouvera pas de point faible. Les ingénieurs procèdent à de nombreux calculs par la méthode des éléments finis, vérifiant comment la coque se comporte à différentes profondeurs, sous les chocs des vagues, lors des manœuvres. Si l'on imagine la descente d'un submersible vers les profondeurs, voici ce qui se passe au niveau du métal. Tous les 10 mètres de descente, la pression augmente d'environ 1 atmosphère. À 100 mètres, elle est déjà 10 fois supérieure à celle de la surface. À 500 mètres, 50 fois. Pendant tout ce temps, l'acier de la coque résistante travaille en régime de déformation élastique. Il se comprime légèrement, le diamètre de la coque diminue de quelques millimètres. Mais après la remontée, il retrouve ses dimensions initiales. L'objectif des ingénieurs est de garantir que, même à la profondeur maximale autorisée, la marge avant d'atteindre la limite d'élasticité reste conséquente.
Imaginez, du fer ordinaire traverse le vide, subit une pression de plusieurs centaines de mégapascales et atteint une température capable de le transformer en un matériau plus précieux que certains bijoux. Mais le plus mystérieux, ce n'est pas son prix. Le plus grand secret réside dans le fait que les ingénieurs modernes ont peut-être réussi à reproduire le secret de l'acier de Damas légendaire, dont l'humanité croyait la formule perdue à jamais. Comment les maîtres anciens créaient-ils, il y a des siècles, des structures semblables à des nanotechnologies, sans aucun microscope? Et pourquoi aujourd'hui, des usines ressemblant à des laboratoires spatiaux dépensent-elles des ressources colossales pour reproduire leurs résultats? Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret gardé pendant des siècles, celui qui changera à jamais votre vision d'un simple morceau d'acier. Disons-le d'emblée, ce fameux acier de Damas historique, celui dont les poètes chantèrent qu'une telle lame pouvait trancher un foulard de soie en plein vol ou fendre une armure de fer sans s'émousser, c'est un véritable casse-tête pour les historiens. Le fait est que le véritable secret de sa fabrication a été perdu quelque part au XVIIIe siècle. Ce que nous voyons habituellement sur les marchés ou dans les boutiques de souvenirs sous l'appellation de Damas, c'est ce qu'on appelle l'acier soudé. Le forgeron prend simplement deux morceaux de fer différents, les superpose, les chauffe et les martèle jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un. Puis il replie, encore et encore. On obtient ainsi une sorte de feuilleté de fer. C'est beau, c'est impressionnant, mais ce n'est absolument pas ce que faisaient les anciens maîtres en Inde ou en Perse. Le véritable secret résidait dans les creusets. Les métallurgistes anciens faisaient fondre le fer avec du bois et certains minéraux dans des pots fermés. Ils ne connaissaient pas le tableau de Mendeleïev, mais ils avaient trouvé intuitivement le chemin des nanotechnologies. Les microscopes électroniques modernes ont révélé la présence de nanotubes de carbone dans la structure de ces légendaires épées. Imaginez un peu, il y a des centaines d'années, les hommes créaient des nanostructures simplement en sélectionnant la bonne composition de minerais et le bon régime de refroidissement. Tout le secret résidait dans les traces de vanadium et de tungstène qui se retrouvaient accidentellement dans le bain de fusion, provenant de gisements bien précis. Quand ces gisements se sont épuisés, l'acier a disparu avec eux. Regardez maintenant ce qui se passe ici, dans cette usine moderne. Nous nous tenons devant une installation qui ressemble à un module de vaisseau spatial. C'est une chambre d'atomisation gazeuse. Ici, les métallurgistes ne comptent plus sur la chance ou sur le bon minerai venu d'Inde. Ils prennent des métaux purs, fer, chrome, nickel, molybdène, vanadium, et les mélangent selon des proportions calculées au millième de % près. Tout ce cocktail est fondu dans un four à induction sous vide. Savez-vous pourquoi le vide est si crucial? Parce que l'oxygène est l'ennemi numéro 1 d'un bon métal. Chaque bulle microscopique d'oxyde à l'intérieur de la pièce est un point de rupture potentiel. Lorsque l'acier devient liquide, il traverse une buse spéciale où un jet de gaz inerte le frappe sous une pression colossale. Le métal éclate en milliards de gouttelettes minuscules, chacune se solidifiant en plein vol. À la sortie, on obtient une fine poudre grise. Chaque grain de cette poudre représente un acier parfait, avec une composition uniforme à 100%. Dans un lingot classique, les éléments lourds peuvent se déposer au fond pendant la solidification du métal, alors qu'ici, chaque particule est la copie conforme d'une autre. C'est le fondement des aciers damassés modernes. Vient ensuite un procédé appelé compactage isostatique à chaud. La poudre est versée dans une grande capsule d'acier. Mais ce n'est pas un simple conteneur. À l'intérieur se crée un véritable enfer pour le faire. La pression y atteint 100 mégapascales, tandis que la température se maintient autour de 1100 degrés. Sous cette action, les grains de métal ne se contentent pas de s'agglomérer. Ils diffusent littéralement les uns dans les autres au niveau atomique. On obtient un bloc monolithique
dont la densité surpasse celle de n'importe quelle coulée traditionnelle. Mais où est le motif, me direz-vous? N'est-ce pas précisément pour cela que nous sommes venus? C'est ici que commence la partie la plus fascinante, là où la chimie moderne rencontre l'esthétique. Pour obtenir ce dessin caractéristique qui évoque des vagues sur l'eau ou des dunes de sable, les ingénieurs utilisent deux types différents d'aciers en poudre. L'un, à forte teneur en carbone pour une dureté exceptionnelle, l'autre, additionné de nickel, qui apporte brillance et résistance à la corrosion. Ces poudres sont versées dans la capsule selon un schéma bien précis. Parfois, on les sépare par de fines cloisons d'acier. Parfois, on recourt à la modélisation informatique pour créer une matrice tridimensionnelle complexe à l'intérieur du bloc. Lorsque cet énorme pain d'acier sort de la presse, il ressemble à une barre grise, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pour en extraire la beauté, on l'envoie vers des laminoirs géants et des marteaux hydrauliques qui exercent une pression de plusieurs milliers de tonnes. Le métal est étiré, plié, tordu. Chaque mouvement déforme les couches internes de poudre, les transformant en motifs complexes qui traversent tout le volume du métal. Ce n'est pas un dessin en surface, c'est l'âme même de ce morceau d'acier. Nous passons maintenant dans l'atelier, où se déroule l'étape finale, celle qui ressemble le plus à un travail pratique de chimie. C'est la gravure à l'acide. Une fois la pièce polie jusqu'à obtenir un éclat de miroir, on la plonge dans une solution de chlorure ferrique ou d'une autre substance active. Et c'est là que se produit la transformation chimique. L'acide réagit avec les différentes couches d'acier à des vitesses variables. Les zones à forte teneur en carbone deviennent sombres, presque noires, tandis que les couches de nickel restent claires et brillantes. Littéralement, en quelques minutes, sous vos yeux, surgit d'un banal morceau de ferraille un motif dont il est impossible de détourner le regard. Chaque ligne raconte l'histoire du métal qui s'est déformé sous la presse. Une question logique se pose. À quoi bon tout cela, si ce n'est pour fabriquer des couteaux de cuisine hors de prix, destinés à des gens qui font des œufs brouillés une fois par semaine? La réponse se trouve dans les caractéristiques techniques. Cet acier frité n'est pas qu'une question d'esthétique. Grâce à l'absence d'impuretés et à sa structure homogène, ces métaux possèdent une stabilité dont les maîtres d'autrefois ne pouvaient que rêver. Ils conservent leur affûtage des dizaines de fois plus longtemps que l'acier ordinaire, tout en résistant aux contraintes latérales les plus violentes. C'est un matériau pour les outils qui travaillent dans l'espace, pour les pièces de moteur soumises à des sollicitations au-delà du raisonnable, et pour les instruments chirurgicaux de nouvelle génération. À propos de prix, justement, 1 kilogramme de cet acier damassé frité peut coûter plus de 500 €. Pour comparaison, l'acier de construction ordinaire revient à moins d'1 € le kilo. Autrement dit, ce morceau de métal entre mes mains vaut plus cher que certains bijoux. Et c'est justifié, car il renferme 18 mois de développement, l'énergie d'une centrale électrique entière et le savoir-faire de centaines de métallurgistes. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette différence entre le véritable Damas et ce qu'on nous vend en boutique. Et n'hésitez pas à partager. Quelles autres technologies secrètes aimeriez-vous découvrir? La prochaine fois, nous irons peut-être voir comment on fabrique la fibre de carbone pour les monoplaces, ou comment on cultive des diamants synthétiques pour les foreuses. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, car nous avons encore beaucoup d'ateliers brûlants et de découvertes extraordinaires devant nous. Prenez soin de vous, et que votre curiosité pour le fonctionnement du monde ne rouille jamais. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ce monstre d'acier flottant pèse 100 000 tonnes et tire son énergie d'un réacteur nucléaire. Comment les soudeurs américains assemblent-ils le plus grand navire de guerre de la planète? Découvrez-le dans notre émission d'aujourd'hui.
Je me tiens sur un pont dont la longueur dépasse 300 mètres et cette construction évoque l'édification d'une ville verticale qu'on aurait ensuite simplement couchée sur l'eau. Chaque élément se mesure ici en hectares d'acier et la longueur totale des soudures pourrait faire le tour du globe plusieurs fois. Aujourd'hui, nous suivrons le parcours depuis la première plaque d'acier jusqu'à la mise à l'eau finale de ce titan. Nous nous trouvons dans un chantier naval de Virginie. C'est le seul endroit capable de construire quelque chose d'aussi massif. Le navire Gerald Ford représente un véritable défi d'ingénierie. Commençons par ceci. Ce porte-avions est assemblé à partir de modules distincts appelés superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier, chacun pesant jusqu'à 1000 tonnes. Lorsque vous observez un tel bloc, vous comprenez qu'aucune grue ordinaire au monde ne pourrait le soulever. C'est pourquoi on utilise ici la plus grande grue de l'hémisphère occidental, que les ouvriers surnomment le Grand Bleu. Elle est capable de soulever une charge de 1500 tonnes aussi aisément que nous soulevons un verre d'eau. La construction de ce porte-avions peut se comparer à l'édification d'une zone industrielle entière, qui doit être à la fois robuste, mobile et totalement autonome. Le navire se compose de 100 000 tonnes d'acier blindé, spécialement conçu, capable de résister à des contraintes statiques et dynamiques colossales. Chaque feuille de ce métal passait par un système de presse et un traitement thermique afin d'obtenir une structure moléculaire qui ne se fissure pas aux températures extrêmement basses des mers nordiques. Ce n'est pas de la construction au sens habituel du terme, mais de l'ingénierie mécanique complexe, où le coût du projet atteint 13 milliards de dollars. Une telle somme s'explique non seulement par les volumes de métal, mais aussi par la concentration de haute technologie au mètre carré. À l'intérieur de la coque d'acier se trouvent des catapultes électromagnétiques et des installations nucléaires, qui nécessitent une protection particulière. Ce prix colossal reflète le travail de dizaines de milliers de spécialistes, qui pendant 8 ans, ont assemblé cet ouvrage à partir de modules séparés, transformant des tonnes de matières premières en l'actif militaire le plus cher et le plus puissant au monde. Le processus de transformation de feuilles d'acier plates en contours courbes de la gigantesque coque du porte-avions commence dans l'atelier, où le métal est soumis à une pression extraordinaire. Ici, on travaille avec des plaques de blindage spéciales d'une épaisseur impressionnante, atteignant 20 cm dans les parties les plus vulnérables du navire. Il ne s'agit pas d'un simple métal, mais d'un alliage à limite d'élasticité extrêmement élevée, conçu pour que la coque ne se déchire pas sous le puissant choc hydrodynamique en cas d'impact de torpille. Travailler un tel matériau exige un équipement qui constitue en soi une prouesse d'ingénierie. Les plaques d'acier passent d'abord par des installations de découpe plasma et laser. Ce sont d'immenses tables, où des découpeurs informatisés détaillent avec une précision chirurgicale les éléments du futur blindage. La température au point de découpe est si élevée que l'acier se vaporise instantanément, laissant un bord parfaitement net. Mais la vraie difficulté commence lorsqu'il faut donner à ce blindage épais la courbure voulue. On utilise alors des rouleaux hydrauliques géants, 3 ou 4 cylindres d'acier massif qui tournent sous le contrôle de pompes ultra puissantes. Lorsqu'une telle plaque de plusieurs dizaines de tonnes entre dans les rouleaux, l'atelier se remplit d'un grondement sourd. Le métal résiste, mais une pression de milliers de tonnes le contraint à plier. Les ingénieurs contrôlent en permanence le rayon de courbure à l'aide de gabarits laser. Chaque plaque doit correspondre exactement au modèle tridimensionnel de la coque, car même un écart de 3 mm rendrait impossible un assemblage parfait avec les autres modules. Si le blindage est mal cintré, sa tension interne peut devenir un point critique lors d'une tempête ou d'un engagement au combat. Cela est particulièrement important pour la partie inférieure du navire, où le double fond doit être parfaitement étanche et capable d'absorber l'énergie d'une explosion sous-marine.
Après le cintrage, chaque pièce subit un contrôle par ultrasons pour détecter les micro-fissures susceptibles d'être apparues lors de la déformation. C'est un processus épuisant et lent, où l'on ne parvient à traiter que quelques plaques par équipe, mais c'est précisément avec ces morceaux d'acier parfaitement courbés que se construit le blindage monolithique qui protégera le cœur nucléaire du porte-avions pendant les 50 prochaines années. La construction du porte-avions Gerald Ford diffère radicalement de la construction navale classique du siècle dernier. Ce navire n'est pas assemblé plaque après plaque ou tôle après tôle, directement en cale sèche. Les ingénieurs utilisent plutôt une stratégie d'assemblage modulaire, qui rappelle davantage la création d'un jeu de construction gigantesque pour Titan. Toute la coque est divisée en sections fonctionnelles distinctes que l'on appelle à l'usine des superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier dont chacun peut atteindre la hauteur de 3 ou 4 étages. Le poids d'un seul de ces modules varie entre 900 et 1000 tonnes. Concrètement, les ouvriers construisent des sections entières de la ville, avec toutes leurs cloisons intérieures, leurs tronçons de tuyauterie et leurs chemins de câbles, dans des ateliers fermés, où le métal n'est exposé ni au vent ni à la pluie. Cela permet d'atteindre une qualité de soudure et d'assemblage qui serait impossible en plein air. Quand le superbloc suivant est prêt, commence la phase la plus délicate de l'opération. Entre alors en scène le chef technique de ce chantier naval, une grue géante officiellement baptisée le Grand Bleu. C'est une structure colossale qui domine tout le littoral de Virginie. Sa capacité de levage atteint 1500 tonnes, ce qui en fait l'une des grues les plus puissantes de la planète. Lorsque cet engin soulève une montagne d'acier d'1 million de kilogrammes, on a l'impression que les lois de la gravité ont momentanément cessé de s'appliquer. Le cube d'acier se détache lentement du sol et glisse au-dessus de la partie sèche du dock, masquant le ciel. C'est le moment de tension maximale pour toute l'équipe, car sous la grue se trouvent des centaines de personnes et une partie déjà assemblée de la coque dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Le plus incroyable dans ce processus, c'est la précision. Bien que la grue soutienne une charge équivalente au poids de 3 gros avions de ligne, elle doit déposer ce bloc sur la coque avec une précision millimétrique. Les ingénieurs utilisent des systèmes de guidage laser et des capteurs numériques pour contrôler chaque micron de mouvement. 1000 tonnes d'acier doivent se poser parfaitement en place pour que les bords de soudure s'alignent sans le moindre espace. Si le bloc se décale ne serait-ce que d'1 centimètre, cela déclenchera une réaction en chaîne d'erreur sur l'ensemble de la coque, et les modules suivants ne pourront tout simplement pas s'emboîter. Les ouvriers qui se trouvent à l'intérieur de la cale, à l'aide de talkies-walkies et de gestes, corrigent les mouvements du grutier jusqu'à ce que l'acier touche l'acier. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.